Ô l'éclair, ô l'éclair, ô l'éclair. Que savait-on d'elle, Catherine Pozzi? En ce début de printemps 1926, quand lui viennent les premiers vers d'un poème comme Vallée. Le monde, pas grand-chose. Mais le beau monde, cette grande société dans laquelle elle gravite avec Proust, de 10 ans son aîné, ne saurait ignorer l'envoûtante aura qui entoure sa personne. Son père était un chirurgien reconnu de tous pour ses succès en médecine gynécologique, sans parler de l'admiration qu'il suscitait autour de ses contemporains parmi lesquels le comte de Lille, Sarah Bernhardt ou Georges Clemenceau constituent entre autres le prestige mondain de la belle époque. Elle fut la femme d'un auteur de théâtre à succès, Édouard Bourdet, avec lequel elle eut un enfant, Claude, avant de divorcer après seulement quelques années. Les rares apparitions dans les salons parisiens, que lui permettent une santé rongée par une tuberculose irrémédiable, abreuvent un imaginaire à la hauteur de sa propension au savoir et à l'élégance. À rebours des femmes du monde, dont elle partage certes un privilège social, elle est une femme d'esprit, pour ne pas dire une femme de l'esprit, tant elle se distingue dans le maniement des connaissances acquises dans l'étude de tous les domaines qui nourrissent le système en continuelle élaboration qu'elle cherche depuis le plus jeune âge à fixer dans un livre. Aimantant les âmes lettrées de son temps, la rumeur court qu'elle entretient depuis plusieurs années les remous d'une relation semi-clandestine avec un certain Paul Valéry, le poète de la Jeune Parc, que la célébrité soumise à la besogne place au fauteuil tant espéré d'académicien. En ce début de printemps 1926, cet amour devenu maladif à force de rancune, de dégoût physique, de jalousie, même s'il n'est pas sans compter un nombre étincelant de notes consignées dans leur cahier, entre au bord d'un trépas dont le chant souffrant lui vient en vers au cours d'un voyage de nuit, dans le train qui l'achemine de la maison où elle fait souvent retraite, avance, en Côte d'Azur, jusqu'à ce Paris où elle suit des études de sciences, dont l'approche lui cause de telles difficultés respiratoires qu'elle décide de s'injecter un calmant. Ne pas étouffer sous les amas de cendres agités par l'incendie de la passion passée, préserver la part ardente, c'est ce qu'elle continuera de faire à partir de cette nuit de mai 1926, et ce tout au long de la période extrême des 8 dernières années de sa vie. Ainsi retrouvera-t-on dans les textes de son ultime époque des projets d'écriture et de vie qui participent à son combat du jour et de la nuit. Le cycle du renoncement absolu, la publication de sa pensée en berlingot et, ce qui va nous occuper ici pour 6 épisodes, un testament poétique, aussi lapidaire que le peu de vers transmis par Sappho ou par Harvert, à une postérité qu'elle a dominée d'un orgueil naturel durant sa vie et même après sa mort. Tout porte à croire à la cohérence de Catherine Pozzi, dans l'ordre qui place en premier ce poème au titre annonciateur. Où aller en latin est une formule d'au revoir auquel elle offre, selon les dires de son journal, la forme de la souffrance. Un adieu dont le déchirement rend possible une séparation entre le A et le Dieu. Écoutons ce poème. Vallée. La grande amour que vous m'aviez donnée, le vent des jours a rompu ses rayons. Où fut la flamme, où fut la destinée, où nous étions, où par la main serrée, nous nous tenions. Notre soleil, dont l'ardeur fut pensée, l'orbe pour nous de l'être sans second, le second ciel d'une âme divisée, le double exil où le double se fond. Son lieu vous apparaît cendre et crainte,
Vos yeux vers lui ne l'ont pas reconnu. L'astre enchanté qui portait hors d'atteinte l'extrême instant de notre seule étreinte vers l'inconnu. Mais le futur dont vous attendez vivre est moins présent que le bien disparu. Toute vendange à la fin qu'il vous livre, vous la boirez sans pouvoir être qu'ivre du vin perdu. J'ai retrouvé le céleste et sauvage, le paradis où l'angoisse est désir. Le haut passé qui grandit d'âge en âge, il est mon corps et sera mon partage après mourir. Quand dans un corps ma délice oubliée, où fut ton nom, prendra forme de cœur, je revivrai notre grande journée et cet amour que je t'avais donné pour la douleur. Moi, quand même, je suis vraiment partisane d'une lecture, comme dit Arthur, dévalerisée. Elle commence en écrivant « Le grand amour que vous m'aviez donné, le vent des jours a rompu ses rayons ». C'est une évocation poétique, tout simplement de la rupture. « Où fut la flamme, où fut la destinée, où nous étions, où par la main serrée nous nous tenions ». Donc là, on a quelque chose qu'on peut lire de façon assez littérale. Mais quand elle écrit ensuite, dans l'avant-dernière strophe, « J'ai retrouvé le céleste et sauvage, le paradis où l'angoisse et désir ». Et quand, dans la dernière strophe, elle dit « Quand dans un corps ma délice oubliée, où fut ton nom, prendra forme de cœur, je revivrai notre grande journée et cet amour que je t'avais donné pour la douleur », selon moi, elle est en train d'amorcer cette progression vers une forme de libération de cet amour-là, d'émancipation de cet amour-là, sans le renier, mais plutôt en le transformant en une expérience plus spirituelle. Elle ne renie pas l'amour qu'elle a eu pour Valérie et justement de ce qu'il reste de cet amour, de la peau qu'il reste de cet amour, elle le transcende pour en faire quelque chose de supérieur. Oui. Le premier hommage, c'est l'adieu à l'amour et puis ensuite on monte vers l'amour divin pour moi. En fait, elle arrive à une sorte d'égoïsme qui ensuite est noté dans son journal où elle dit « Mon Dieu esprit, pardonnez-moi mon orgueil et mon inaltérable égoïsme. Pardonnez-moi d'avoir cherché ma joie. Pardonnez-moi d'avoir compris en vain puisque cela n'a pas servi aux autres. Pardonnez-moi d'avoir été fière des soleils de sagesse que vous me laissiez voir et dont je n'ai pas distrait un rayon pour ceux qui sont dans la peine. » Donc je pense qu'elle retourne en fait à cette union avec elle-même, à ce double déjà cherché dans Agnès. La personnalité qu'elle recherche, c'est quelqu'un qui ressemble à son double. En fait, elle a toujours la recherche d'un double. Mais c'est la seule façon qu'elle a pour vraiment faire son adieu à Valérie, c'est-à-dire revenir à sa spiritualité intérieure, ne plus s'égarer avec la notion physique ressentie avec Valérie, avec tous ses feux dans la passion commune, mais bien revenir en fait à son socle, à sa quête. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule strophe qui n'est pas composée pareil que toutes les autres strophes, c'est la deuxième de Vallée, et c'est celle qui est le plus hantée par des images du double, ce qui suggère évidemment cette union impossible. Oui, puis il ne faut pas oublier que Catherine Pozzi est quand même une grande scientifique, donc toute son œuvre est basée sur la recherche. Que ce soit la recherche de Dieu, la recherche métaphysique, la recherche en général, même dans toutes les études qu'elle a faites sur la biologie, sur la psychologie, toutes les correspondances qu'elle a eues avec Jacques et Raïssa Maritain aussi, très intéressantes sur la notion de religion. Donc de toute façon, tout est recherche dans tout ce qu'elle fait. Journal. Octobre 1929. Quelque part dans le monde vivant, respire le double de ma vie profonde. Je n'ai pas un mouvement vers lui. Est-ce à dire que l'amour soit mort ? Cela contredirait la théorie. L'amour ne peut ni mourir ni s'altérer. L'amour d'ailleurs est toujours double. Il n'y a pas d'amour malheureux. A-t-on vu, disais-je à Curtius, que l'hydrogène aima le chlore et n'en fut pas aimé ? L'amour, l'accord de deux, mais le raccord en tant qu'ils sont invariants. Il faut donc au moins que ces deux aient su mettre à vif leur essence. Cela se voit peu. Je ne puis être celle qui n'aime pas l'un, vif, caché,
mais éternelle d'un homme que j'ai connu, car il est moi-même. Mais je n'ai pour l'homme qui l'habite que de l'éloignement. Je ne puis plus souffrir cet homme fade, lâche et vain. Que fera-t-il de l'autre, du divin, de l'unique ami? Le retrouverai-je? Le reverrai-je? Le rencontrerai-je? L'accepterai-je au nouveau jour? Mais je vais vers un autre amour, dont celui-ci n'était qu'étincelle. Oh, qu'il soit présent, qu'il ne permette pas beaucoup plus longtemps, que la semblance de l'amour me donne aussi soif, chaque fois qu'elle passe. Justement, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a un passage du journal en fait de 1933, donc c'est 5 ans après l'écriture de Vallée, qui est en fait une vision qu'elle a eue, donc en gros à peu près à cette période-là, qui sont en fait juste la deuxième strophe de Vallée en fait, les vécus en vision mystique. Mais de toute façon, tout donc est en gros, vision, tout revient et tout est remâché, et tout est revécu à nouveau en fait. Tous ces moments-là, elle les revit. Donc ça peut parler de dizaines de personnes différentes, quoi. Elle a été très frappée par la mort d'une jeune amie qu'elle aimait tendrement, qui s'appelle Audrey Deacon, avec qui elle se sentait toujours en communication. Et puis cette tendance s'est accélérée dans ces dernières années grâce à sa maladie, peut-être grâce aux drogues qu'elle prenait pour soulager ses douleurs. Certains de ses poèmes lui sont venus sous forme de dictées qu'elle ne retouchait pas beaucoup. D'autres, elle travaillait. Puis elle a eu, dans ces dernières années, elle a eu des visions. Journal. 1er août 1933. Audrey m'emportait. Elle ne parlait pas. Je ne la voyais pas. Ce fut d'abord que je ne la regardais pas, attentive à être hors de moi-même, à ce que l'on traversait. D'abord, passé cette branche longue courbée, une sorte de paysage où étaient des hommes. Étaient-ils vivants? Est-ce le premier lieu d'après-mort? Je questionnai. Elle ne répondit pas. Sorte de paysage du pré-inferno ou Dante Paradiso. D'ailleurs, à peine entrevus, nous étions emportés par une telle vitesse. Je distinguais seulement des groupes dans une nature. Cela fut dépassé. Et dès que nous eûmes passé, la cécité complète se fit sur notre course. Je n'avais aucune peur. Merveille! Nous fûmes dans un espace de vie, dans mon espace à jamais cherché. Tout autour de nous était de l'intelligence. Nous naviguions comme des flèches dans l'intelligence. La substance même où nous voulions, penser, me répondait. Je l'entendais. Je me connus absolument adapté à un lieu. Fallait-il dire lieu? C'était la seconde région traversée depuis l'arbre. Je dis pour mon esprit le second ciel. Mais nous allions ailleurs. Ô heureux, heureux ciel de l'intelligence. Déjà, nous l'avions dépassé. Déjà, toutes les deux, nous prenions feu. Déjà, inondés d'une terrible caresse. Déjà, nous nous trouvions à même ce que les hommes croient qu'ils connaissent contre leurs femmes, la nuit. Déjà, tout ce qui n'était pas nous aimait au point extrême de la jouissance. Déjà, nous traversions un amour si connu et si inconnu que je sentis n'y pouvoir vivre.
le ciel entier aimait. Le ciel était cet instant de l'amour où vous vous abîmez dans un autre au comble d'une joie mortelle. Tout le ciel était cet instant. Et d'un instant qui avait l'infini pour mesure et que nous traversions, moi, dévorée, épouvantée, Audrey, triomphante, une seule clarté jaillit. Audrey apparut brillante, à ne pas pouvoir laisser sur elle mon regard. Une merveille qui était une jeune fille devenue neige et astre, emportée, serrée contre elle, une vivante, moi. Et celle qui était moi était une scorie, un morceau de charbon, quelque chose qui reste, feu éteint. On n'a toujours pas parlé d'un des thèmes quand même centraux du poème, qui est quand même celui du souvenir, qui est celui du rapport au passé aussi quand même. Cette manière de parler du passé dans Vallée, elle est double. Il y a d'abord le passé du point de vue de l'amant, dans la 3e strophe et dans la 4e strophe, et ensuite le passé du point de vue de Catherine, qui ne sont pas du tout les mêmes en fait, qui est des conceptions complètement opposées en fait. C'est justement, pour reprendre là, son lieu vous apparaît, cendre et crainte, vos yeux vers lui ne l'ont pas reconnu, l'astre enchanté qui portait d'attente, l'extrême instant de notre sérénité vers l'inconnu, c'est justement retrouver comme ça le souvenir, mais vidé de sa passion en fait, c'est une manière de regarder en arrière, mais de n'y voir en fait qu'une ruine en fait, de ne pouvoir traiter le passé que comme un présent mort en fait, et ce qui est complètement opposé à ce haut passé qui grandit d'âge en âge, qui est mentionné dans la strophe, dans 2 strophes plus tard. Le passé, d'une certaine manière, est réveillé et revalorisé justement parce à cause du renoncement qu'elle prêche plus ou moins à l'amant dans la 4e strophe, quoi. Mais le futur dont vous attendez vivre est moins présent que le bien disparu. C'est-à-dire c'est presque de lui reprocher d'attendre quelque chose de l'avenir, quoi. C'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez énorme à faire, quoi, parce que c'est la définition même de l'espoir, en fait. L'espoir même est déjà conçu comme quelque chose qui doit être surmonté, quoi. Journal, 22 août 1926. Il faut en sortir ou en mourir. En sortir ou en mourir. Il est possible que sortant, j'en meure. Mais demeurant, je meurs non seulement de cette vie-ci, mais des autres vies qui porteraient le poids de ce que je n'aurais pas rejeté. Je sais que si je n'ose pas, n'épuise pas, n'enlève pas ce malheur de cette vie-ci, il pèsera sur une autre vie. Et je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'il pèsera sur une autre vie d'un vivant de mon sang. Ce sera plutôt alors que mon nom aura passé de la planète. Et ce sera si je suis lâche aujourd'hui. Ces vers pleurés par mon cœur misérable, il ne faut pas qu'ils soient jamais vrais. Je veux tuer l'amour ici, et moi avec s'il faut. Je ne tue ici que moi. Non que je veuille me tuer, seulement je suis si mêlée à mon amour qu'il est possible que l'arrachant à lui, je meure. Mourir pour mourir, si je reste, il me défait et maudit avec moi quelque âme future et inconnue. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup la notion physique aussi dans Vallée. Là où c'est quand même ce que reprochait Pody principalement à Valérie, c'était que tout était toujours trop un amour terrestre et non pas céleste. Lui avait vraiment le talent de se centrer sur l'intelligence, sur le corps. Il faisait d'ailleurs des petits dessins un petit peu érotiques de temps en temps à Catherine Pody.
Et elle détestait ça, en fait. Elle voulait un amour céleste, quelque chose de très vaste dans lequel elle a la place de danser, de faire union, de faire double avec la puissance dont elle parle, le très haut amour. Et moi, ça me faisait penser d'ailleurs, vous aviez fait une émission sur Parnette du Guillet où tu disais d'ailleurs toute une étude, je ne sais plus comment il s'appelle, Verdun Léon Saunier. Et du coup, dans cette étude, il parle de l'amour humaniste chez Parnette du Guillet. Et j'avais écouté ça en même temps que je faisais toutes mes recherches sur Pozzi. Et ça m'avait vraiment fait penser justement à ce passage de l'amour terrestre vers cet amour plus divin. Parce que l'amour humaniste cherche à se nourrir des connaissances, de la science et tout pour que les deux amants s'élèvent. Quelle est donc la nature de cet amour suprême? Pour le qualifier d'un mot, nous le définirions volontiers comme l'amour humaniste. Tout l'amour de Pernette revient à une idée. La science, comme toutes ces images, se ramène à une impression générale, la lumière. Les charmes de l'aube, la beauté du jour lumineux, la nuit qui devient elle-même d'une merveilleuse clarté, s'opposant aux affres obscurs des nuits de fièvre, voilà ses images favorites. La limpidité d'une conscience sans détour, l'amour de la science qui lui permet enfin de se connaître elle-même, l'admiration du savoir et le regret de ce qu'elle appelle parfois son ignorance. C'est ainsi que l'amour s'achève en une vision du bonheur parfait. Délivré des deux grands mots de l'amour mondain, la jalousie et l'absence, délivré de tout sentiment d'indignité, puisque l'amour même suffit à rendre les deux amants dignes l'un de l'autre, la passion atteint ce domaine pur, où l'amour se transfigure dans une abolition du caprice et du hasard. Il ne demeure plus rien de cette dévotion désespérée qui faisait douter le poète de l'amour comme du plaisir. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de vie antérieure, qui est très reliée au banquet de Platon, dans toute l'œuvre de Pozzi. Et d'ailleurs, il y a cette phrase dans le banquet de Platon qui est « Avant d'être ce que nous sommes, nous avons été des milliers d'autres créatures ». Donc elle parle beaucoup finalement d'une forme de résurrection. Et de métempsychose aussi. Oui, tout à fait. C'est comme si même si le sujet de cette non-résolution devenait la douleur centrale de son nouveau corps réincarné, quoi. C'est une sorte. Par rapport à la douleur, Claire Pollan, elle dit quelque chose d'assez intéressant dans la préface à l'édition Poésie Gallimard. Elle écrit donc que le véritable indicateur de la poésie de Pozzi, c'est la souffrance. Justement, on en parle. Et elle cite Pozzi d'une citation d'elle qui date du 14 mars 1931, où Pozzi écrit une très jolie phrase « Je suis un des points singuliers par où la souffrance de la planète rayonne ». Donc il y a toujours quand même ce lien qui est établi avec le macrocosme, le cosmos. On retrouve aussi cette idée de cycle, et je rejoins un peu ton interprétation quand tu parles de résurrection aussi. Ouais. Elle a cette ouverture totale vers l'inconnu, vers la résurrection. Et ça, c'était Boutan qui le disait, en fait. Ce qui peut être le plus dur à croire quand on est catholique, c'est la résurrection. Et elle, c'est finalement ce qu'elle évoque le plus dans ses poèmes. Donc c'est quelque chose de très fort pour un esprit aussi scientifique et puis pour une personne qui a cette quête de Dieu. C'est cela qui l'appâtait, qui l'appelait, qui était plus fort que tous ses refus et que tous ses doutes. C'était le sacrement de la résurrection des corps, le plus difficile à admettre et celui qui était le plus important pour Karine Pozzi. Car rendu possible quand elle a trouvé la jointure dans la physique moderne. Voilà. Difficile de parler de cette physique de Karine Pozzi, j'en ai parlé beaucoup dans mon livre. Mais à plus forte raison, parler maintenant de la manière dont j'en parle, ça serait quasi impossible. Peau d'âme. Ce mouvement sans plus rien dessous venait de l'univers, de tout, et tout ce qu'il envoyait est passé. Le mouvement est resté. Il a fait ses retours invisibles. Il m'a enchaîné. Un jour la chaîne s'ouvrira. Je tomberai plus bas que la terre. Je serai moins moi qu'un collier dont au moins persistent les pierres. Je ne serai pas même définie comme la poussière qu'on m'a promis. Mais le mouvement qui m'habitait durera dans cet univers.
Il durera le travailleur, alourdi de ma dernière heure. Il dévidera mes bonheurs et le dernier instant d'horreur, anneau par anneau, à l'envers, me mêlant à ces vieux concerts, Dieu sait sur quelle chose aner. Il y a vraiment cette idée de cycle et de renaissance qui est évoquée rien que dans les termes, dans les vers, pardon. Quand dans un corps, ma délice oubliée, où fut ton nom prendra forme de cœur, je revivrai notre grande journée. Il y a cette revivance-là qui est présente. Et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, effectivement, on a dans les vers le second ciel d'une âme divisée, le double exil ou le double se fond. On a cet amour terrestre qu'elle reprochait à Valérie, qu'elle semble diviser de façon presque un petit peu mystique, avec cette veine d'amour plus dirigée vers le ciel, donc vers l'aspect céleste. Et on a, selon moi, je pense qu'on a peut-être une réactualisation d'une réflexion très fin de siècle et qui veut que le microcosme humain puisse contenir en lui le macrocosme. Et je pense qu'en fait, elle veut briser ce microcosme-là pour permettre au macrocosme de prendre la place et de remplacer cet amour-là. Je pense pas du tout que ce soit résolu comme question à la fin. Non, c'est pas résolu. Lorsque Paul Valéry est mort, il y a eu une exposition, Paul Valéry, la première qui a été faite à la bibliothèque Doucet par Marie Dormoy, qui était secrétaire à l'époque de la bibliothèque Doucet. Et Marie Dormoy m'a raconté l'histoire. Elle a invité Madame Paul Valéry à venir la veille de l'exposition pour pouvoir voir les choses tranquillement. Et elle m'a dit, Madame Valéry a tout regardé, puis à un moment donné, il y a une vitrine. Catherine Pozzi, j'ai essayé de l'emmener ailleurs, non, elle s'est plantée devant la vitrine, elle a longuement regardé, puis elle s'est détournée, elle m'a dit, mon mari disait qu'elle avait beaucoup de talent. Ben, je trouve ça très beau. Une lettre à poster à ma famille adorée. Chers parents, j'ai 14 ans, mais c'est fait, j'ai sauté. Et puis, je me suis fait gauler en me rhabillant dans le dortoir des grands. Et moi, depuis je l'appelle, c'est qu'elle reviendra. Céleste et sauvage, le paradis où l'angoisse est désir. Le haut passé qui grandit d'âge en âge, il est mon cœur et sera mon partage après mourir. Quand dans un corps ma délice oubliée, où fut ton nom prendra forme de cœur, je revivrai notre grande journée et cet amour que je